Israël-Palestine, un confetti à l'échelle de la planète, mais un confetti si lourd par son histoire et ses conflits qu'il déstabilise la marche du monde. Combien de tentatives et autant d'échecs pour faire vivre côte à côte ces deux peuples? L'État juif créé par la communauté internationale après l'horreur absolue de la Shoah et le peuple palestinien installé depuis la nuit des temps sur ces terres, expulsés, expropriés, soumis aussi par la force, comme s'ils devaient payer pour des crimes commis par d'autres. Aujourd'hui, Israël ne cesse d'empiéter sur la Cisjordanie, d'agrandir à coups de force son espace au détriment des Palestiniens. L'ennemi numéro 1 de la paix, c'est cela, ces colonies juives qui grignotent le territoire d'un futur État palestinien. À quelques kilomètres de Jérusalem, en Cisjordanie, sur une terre aride et décourageante, se construisent encore et toujours plusieurs de ces implantations. Voici Hagit Ofran, pacifiste, porte-parole du mouvement La Paix Maintenant. Elle recense toutes ces constructions illégales pour en informer l'opinion internationale. Vous pouvez m'expliquer? Parce qu'il y a tout le problème qui est là, non? Oui. Là, c'est le cœur de la Cisjordanie, c'est Jérusalem-Est, les villages palestiniens qui l'entourent, et là, la colonie de Ma'ale Adumim. Et là, il y a une deuxième colonie. Elle s'appelle Kedar. Et j'entends le bruit des travaux. C'est en 1967, après la guerre des 6 jours, que commencent les implantations juives. Depuis cette date, Israël occupe la Cisjordanie ainsi que Jérusalem-Est. La colonisation a débuté immédiatement. Au début, seuls quelques milliers de volontaires sionistes y participent. Aujourd'hui, c'est un système. Tous ces points bleus, autant de constructions, en marge du droit international, autant d'obstacles à la paix. En 2010, 134 colonies, 500 000 Israéliens qui y vivent. Ma'ale Adumim ressemble plus à une ville nouvelle qu'à une colonie. Une ville dortoir en fait, une banlieue de Jérusalem qui abrite ceux qui n'ont pas les moyens de se loger dans le centre. 35 000 personnes habitent ici. L'idéologie, le sionisme, c'est secondaire. Ces Israéliens sont venus pour vivre mieux. Leur gouvernement leur a dit qu'ils étaient chez eux, alors ils le sont allègrement. Un gel des constructions des colonies a bien été accordé pour 6 mois par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Une parenthèse trop courte pour être crédible. Et lorsqu'à Washington, les pourparlers commencent, en septembre, les travaux redémarrent dans les colonies, aussi sec. Les ouvriers, là, c'est tous des Palestiniens? Oui, ils sont tous palestiniens. Bonjour. Je peux vous poser une question? C'est pour la télé française. Vous construisez combien d'appartements ici? Je crois qu'on en fait 12 en bas et 15 en haut. Ils construisent en tout 6 bâtiments. Et dans chaque bâtiment, il y aura environ 4 appartements. Est-ce qu'ils ont honte de travailler ici? Oui, ça ne leur fait pas plaisir du tout de travailler ici et de construire ce qui pourrait bien détruire leur propre futur. Mais ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autre travail, donc ils travaillent ici. L'autorité palestinienne refuse de négocier tant que les travaux ne sont pas suspendus dans les colonies. Pendant ce temps, les Israéliens gagnent du terrain et ça dure depuis des années. Le lotissement qu'on voit ici comprend 3500 appartements. Et tout ça a été construit dans les 5 dernières années. Ça veut dire que la construction ne s'arrête jamais dans les colonies. Et cela éloigne toujours plus les chances de paix. Qu'est-ce qu'elle dit, la publicité? C'est une pub pour le nouveau lotissement qu'ils construisent ici. Ils ont mis ce joli petit bébé pour attirer les gens.
C'est un endroit sûr et agréable. Oui, pour montrer qu'ici on est en sécurité, dans un cadre agréable pour élever ses enfants. Leur cible, ce sont les jeunes couples. Le promoteur du coin n'a pas d'état d'âme et il n'aime pas les caméras. Bonjour. C'est une équipe de télé française. Ils s'intéressent à la construction. Ils veulent savoir combien d'immeubles vous construisez et combien ça coûte. Et pourquoi ils veulent savoir ça? Il faut un film sur ce que vous faites ici et s'il y a une possibilité d'arriver à un accord gouvernemental. Non, il n'y a aucune chance. Vous croyez? Oui, et c'est pour ça qu'on est là, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Bon. Bon, et il dit que ça suffit, qu'il a du travail et qu'il ne veut pas faire partie d'un reportage. Merci, au revoir. Quand vous voyez ça, vous êtes en colère? Je suis en colère seulement quand je regarde l'ensemble. Si je devais m'énerver tous les jours, je serais quelqu'un de très en colère. Haro sur les colons, c'est un peu facile. Ce sont bien les différents gouvernements israéliens qui les ont encouragés à s'installer. Nous sommes allés à Hébron, au sud de la Cisjordanie, à 40 km à peine de Jérusalem. Cette ville palestinienne qui abrite le caveau des patriarches, un lieu saint pour les musulmans, mais aussi pour les juifs. Ici, c'est plutôt la haine que l'amour. Abraham pour les juifs, Ibrahim pour les musulmans, auraient été inhumés ici. Elle, c'est Chantal, et lui, Roni Akrish, un couple de colons israéliens d'origine française. Ils vont à Hébron, comme d'autres ailleurs, à la Sainte-Chapelle, de temps en temps. C'est leur racine, leur religion. Le fait d'habiter Hébron, c'est d'habiter ce lieu... Notre histoire. J'allais pas dire mythique, mais c'est ce lieu emblématique. C'est-à-dire qu'il recèle tellement d'histoires que vous vous sentez attaché, rattaché aux sources de cette histoire. La foi de Roni et Chantal les a motivés pour s'installer dès 1987 dans la colonie de Kiryat Arba, tout près d'Hébron. Ce n'est ni la plus sûre, ni la plus modérée. Leur croyance, pour le coup, a balayé toutes les craintes. Aujourd'hui, 8000 colons vivent ici sous protection armée permanente. René, va chercher le jus d'orange, s'il te plaît. Lorsqu'ils ont quitté la région parisienne, ils sont arrivés au début de l'intifada. Ils ont eu droit à l'épreuve des pierres. J'étais pratiquement baptisée par les pierres pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. Les bus n'étaient pas protégés, donc les pierres rentraient à l'intérieur. On nous a tiré dessus aussi, on a tiré sur le bus. Heureusement, j'ai pas été blessée, j'étais très choquée ce jour-là. Et j'ai même perdu un bébé à cause de ça, par la peur, parce que j'étais enceinte. Voilà. Allez. Le mari de Chantal, Roni, est professeur d'études religieuses et infirmier réanimateur. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous pensons réaliser ce pourquoi le peuple juif, durant 2000 ans, a tellement été, comment je dirais, mené entre les sociétés d'accueil, de recueil, le plus souvent dans les sociétés de cercueil. Mais il a aspiré envers et contre tous les aléas de ces histoires-là à ce retour et à cette vie qu'il aurait voulu de plénitude, de tranquillité, de sérénité. Chantal travaille au supermarché de Kiryat Arba. En France, elle était expert comptable. Ici, elle a mis les mains dans la farine. Ben là, ça doit vous rappeler la France, alors? Tout à fait.
J'ai retrouvé les croissants au beurre et les baguettes. Moi, je sais que c'est chez moi. Et depuis longtemps, je veux dire, c'est pas il y a quelques années. J'ai toujours appris qu'Israël nous avait été donné au peuple juif. Par qui? Par Dieu. Vous pensez que les Palestiniens, ils sont venus beaucoup plus récemment, ils ont moins de légitimité à être ici? Je crois, mais ils peuvent venir, ils peuvent vivre ici. Je veux dire, je les renvoie pas ou je leur dis pas d'aller habiter ailleurs. Mais s'ils ne veulent pas que moi j'habite ici, il y a d'autres pays, ils peuvent habiter ailleurs. Si moi je les gêne, ils peuvent aller ailleurs. Et les Palestiniens répliquent, ailleurs, c'est ici. Éternel débat. Pour la majorité des colons de Kiryat Arba, partir d'ici, jamais. Vous seriez prêt à partir en échange de la paix? Je n'écouterai même pas. Je ne le ferai pas. En plus, je pense que ça n'arrivera pas et qu'on ne nous le demandera pas. De toute façon, Benjamin Netanyahou a déclaré que Hébron et le caveau des patriarches, plus particulièrement, sont un héritage juif. Et nous devons le garder. Pourquoi voudriez-vous qu'on nous expulse de Kiryat Arba? Selon les plans de paix envisagés, si un État palestinien était créé un jour, certaines colonies devraient être évacuées. Que feraient alors Ronnie et Chantal? Nous prendrons nos armes et nos bagages et nous rentrerons à la maison. Car la Vox Populi est d'abord et avant tout la voix que nous entendons, c'est-à-dire la voix démocratique d'Israël. Mais sachez que jusqu'à maintenant, une grosse majorité d'Israël est très attachée à Hebron, très attachée à ce que Hebron représente. Vous ne battrez pas pour rester ici? Se battre contre qui? Contre mon peuple? Contre mon gouvernement? Mais ça vous semblerait insensé qu'on vous en fasse partie? Complètement. Le lendemain, je suis passé côté palestinien, sous l'œil d'Arafat. Il veille encore. À Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, j'ai retrouvé une vieille connaissance, une figure de la résistance palestinienne. C'était à Beyrouth, en 1973, lorsque des milliers de Palestiniens avaient trouvé refuge au Liban. Lui qui a mené les combats les plus radicaux œuvre aujourd'hui pour la paix. Yasser Abed-Rabo est membre de l'autorité palestinienne, l'embryon d'État reconnu par la communauté internationale et Israël en 1993. Vous vous souvenez, vous m'avez aidé à l'époque à aller à Rachaya el-Foukhar, au sud du Liban, avec vos milices. Ah bon, j'ai fait ça? Oui, vous avez fait ça. Et pourquoi cet immense tableau de Guernica dans votre bureau? J'aime ce tableau. C'est un beau symbole de la façon dont un peuple peut renaître de ses cendres. Et que la vie, malgré toute la souffrance et l'agonie, sur les visages de tout le monde, y compris du cheval, que la vie gagne toujours à la fin. Et qu'elle est plus forte que tout. Je crois en la vie. La colonisation devait s'arrêter. Elle continue. Le problème demain, si vous arrivez à vous entendre politiquement, c'est de savoir comment construire un État palestinien avec toutes ces colonies. C'est la question que je me pose chaque jour, chaque matin, avec ce qui se passe sur le terrain. Les Israéliens sont fous. Et j'insiste sur ce mot. Ils sont fous. Dans le même temps, ils demandent la reconnaissance d'un État juif. Et sur le terrain, ils créent eux-mêmes un état de fait contre notre volonté.
contre celle de la communauté internationale, et même contre leurs intentions déclarées. Que peuvent-ils bien donc avoir en tête? Tout d'abord, nous n'allons pas nous évaporer. La catastrophe, le grand exil de 1948 ne se reproduira pas. Des centaines de milliers de Palestiniens expulsés de chez eux vers nulle part. Cela n'arrivera jamais plus. Nous sommes ici. Ceci est notre terre, notre patrie. C'est la terre de nos pères, de nos ancêtres. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Pendant des années, j'ai couvert, comme on dit dans le métier, ce conflit. J'ai autant d'attaches d'un côté que de l'autre. Mais je le constate, les partisans de la paix semblent progresser plus vite côté palestinien qu'israélien. Ilan Grelsamer fait aujourd'hui figure d'exception. Professeur de sciences politiques à l'université Bar Ilan de Jérusalem, ce Français d'origine a migré en Israël il y a 40 ans et bien que sioniste convaincu, il défend le droit des Palestiniens à avoir un État. Si vous avez envie de la paix, si vous avez envie de 2 États, pourquoi le gouvernement israélien ne prend pas les décisions concernant les colonisations et ne stoppe pas les constructions puisqu'elles ont repris là? Alors, je dirais qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'il n'y a pas d'opposition véritablement forte en Israël à la poursuite de la colonisation. Les groupes qu'on désigne comme la paix maintenant, comme le camp de la paix, comme la gauche sioniste, oui, sont très faibles dans la réalité politique israélienne. Et l'ensemble de la population, finalement, ne voit pas de mal à ce que le gouvernement continue à construire, dans une certaine mesure, dans les territoires. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de pression extérieure sur Israël, ni du président Obama, ni du président Sarkozy, ni de qui que ce soit, pour arrêter cette colonisation. Jérusalem. Jérusalem, ville 3 fois sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Jérusalem, tant de fois disputée et tant de fois conquise. Jérusalem que visitent des millions de pèlerins des 3 religions chaque année. Jérusalem, terrain d'une autre bataille entre Israéliens et Palestiniens qui se disputent la ville comme capitale. Jérusalem, c'est l'autre nœud du conflit. Pendant mon séjour, le gouvernement annonçait la construction de 1300 nouveaux logements à Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville. Ici aussi, la présence juive s'étend chaque jour. Dans le quartier de Sher Jara, ce sont 4 familles palestiniennes qui ont été expulsées de leur maison. Depuis, des colons israéliens s'y sont installés. L'année dernière, la famille Hanoun a été expulsée de sa maison par décision de justice. Ils reviennent presque tous les jours la voir. L'Office des Nations Unies pour les réfugiés les a installés sur ces terres. En 1948, au moment de la création d'Israël, elles étaient alors jordaniennes. Il leur a construit des maisons. Les colons israéliens contestent aujourd'hui qu'ils en soient propriétaires et les tribunaux les ont suivis. Sharian, la fille de la famille, se souvient du jour de l'expulsion, un traumatisme. C'était l'été dernier, il était 5 heures du matin. Ils ont débarqué et ils nous ont jetés à la rue. On n'a même pas eu le temps de prendre nos affaires. Le quartier était bouclé des 2 côtés. Il y avait plus de 500 policiers. On s'est retrouvés dans la rue. J'ai vu toute ma famille là, en pyjama et pieds nus. Aujourd'hui, les Hanoun n'ont pas retrouvé de domicile. Ils sont hébergés par des membres de leur famille. Mais impossible pour Raoula, la mère, d'oublier sa vie d'avant. À chaque fois, je me demande de quel droit il se trouve dans ma maison. La maison où j'ai tous mes souvenirs, ceux de mon mari, de mes enfants. De quel droit? Ça me détruit chaque jour. Ça me tue à petit feu. En revenant dans leur quartier, ils croisent souvent des colons israéliens. Voleurs!
Va au diable, vous êtes pourris. Alors, vous êtes contents de vivre dans nos maisons gratuitement? Ils ont volé nos maisons. Mais nous reviendrons par la grâce de Dieu. Tout le monde est de leur côté, la police et le gouvernement. C'est normal qu'ils nous narguent. On n'a pas le droit de s'installer devant notre maison. Alors tous les jours, on vient ici. On prend des chaises et on s'installe sous l'arbre. On observe les colons qui profitent de la maison de nos voisins et qui prennent notre place. C'est tout ce qu'on peut faire. La confrontation pacifique va durer des heures. Dans le quartier, une trentaine de familles arabes sont ainsi menacées d'expulsion. Là encore, c'est le droit du sol qui va mettre le feu aux poudres. Ce qui leur est arrivé nous a beaucoup affectés. J'ai peur qu'il nous arrive la même chose. C'est pour ça qu'on les soutient. Et moi-même, je suis en sursis, puisque le tribunal ne m'a permis de rester ici que jusqu'en mai 2011. Je parle pas anglais. Je parle pas à la télé. C'est pas difficile pour vous de vivre ici? Difficile, non. Mais c'est pas étrange d'avoir ces personnes assises en face de chez vous et qui vous disent que vous ne devriez pas être là? Non, on est plein de juifs ici. Donc vous pensez que vous avez le droit d'être ici? Bien sûr. Et pourquoi? C'est notre pays. No comment. Mais la famille Hanoun ne perd pas espoir. Elle a fait appel auprès des tribunaux. Si les tribunaux israéliens s'estiment compétents sur la partie arabe de Jérusalem, c'est parce que l'État hébreu occupe cette partie de la ville, ici en vert, depuis 1967. En 1980, il l'a purement et simplement annexée, déclarant Jérusalem capitale éternelle et indivisible d'Israël et du peuple juif. La communauté internationale a condamné cette annexion, mais Israël passe outre. Depuis, près de 200 000 colons se sont installés à Jérusalem-Est, y compris au cœur même de la vieille ville. Du point de vue des Israéliens, je pense que c'est comme si on se trouvait en Israël même. Oui. Et donc, si des familles d'une autre communauté veulent s'installer comme les Juifs d'un parti arabe, ils le font. En fait, c'est un geste politique. C'est un geste politique. Oui. Il y a toujours eu, depuis 1967, des familles et des courants religieux qui voulaient s'installer dans tout Jérusalem. Et ce sont les gouvernements israéliens qui ont autorisé cette installation. Donc ça correspond jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au gouvernement Netanyahou, à une politique bien déterminée. La politique du gouvernement Netanyahou, une coalition de partis de droite, d'extrême droite et d'ultra-orthodoxes, fait le jeu des organisations juives les plus radicales, surtout à Jérusalem. Daniel Louria est le porte-parole d'Ateret Kohanim, une organisation sioniste religieuse qui milite pour la judaïsation de Jérusalem-Est. Son discours a le mérite d'être clair. Je me demande toujours pourquoi, entre 1948 et 1967, s'il y avait un désir aussi fort de créer cet État palestinien pour ce soi-disant peuple palestinien, pourquoi rien n'a été fait? En fait, c'est parce que la nation palestinienne n'a jamais existé. Elle n'existe pas. L'organisation de Daniel Louria est surtout active dans la vieille ville de Jérusalem. Sa victoire, ce sont ces drapeaux israéliens qui flottent sur certaines maisons du quartier arabe. Plus de 1000 colons israéliens vivent aujourd'hui dans des maisons achetées par Ateret Kohanim dans cette partie de la ville. L'organisation est financée par des dons de particuliers. 60% d'entre eux proviennent de la diaspora juive américaine. Ça, c'est une acquisition très importante pour nous. Cette maison s'appelle la Maison de Valero. C'est un très beau bâtiment. Les 3/4 de la maison sont maintenant aux mains des Juifs. Bonjour, ça va?
En pleine installation, les futurs occupants, des étudiants d'une école religieuse. Et dans la cour, de dos, le dernier occupant palestinien de la maison. Une cour séparée en deux par une barrière en fer, un fétu de paille en fait, que le souffle de la colonisation finira par emporter. Pourquoi tu filmes? Pourquoi tu filmes? J'ai pas demandé à ce qu'il filme. C'est bon, désolé. Le propriétaire palestinien a lui aussi tendu ses drapeaux devant son appartement du premier étage. Filme ces drapeaux, c'est ce qui les dérange. Il est écrit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète, et ça dérange le gouvernement israélien. Regarde combien ils ont mis de drapeaux de leur côté. 1, 2, 3. Moi, ça me dérange pas. De quel drapeau tu parles? Celui-là ou celui du Hamas? Mais c'est pas le Hamas. Et ça, c'est quoi? C'est un drapeau qui dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Mais celui qui est à côté? Ce drapeau, c'est celui de l'autorité palestinienne. Vous avez fait la paix avec eux. Ah bon, il y a la paix. Et où ça? Chez vous, dans les territoires que vous occupez. C'est une simple transaction commerciale. Quelqu'un veut vendre, quelqu'un veut acheter, et les Juifs s'installent ici, au cœur de Jérusalem, là où bat le pouls du monde juif. Il y a 5 mois, j'ai reçu un appel d'Ateret Kohanim. Ils m'ont proposé 3 millions de dollars pour ma maison. Mais si je vends aux Juifs, je trahis mon peuple. Silouan, un quartier de Jérusalem-Est où 500 colons juifs vivent au milieu de 60 000 Palestiniens. Un quartier où depuis plusieurs mois, les heurts sont fréquents. Des images qui rappellent celles de l'Intifada. Dans ce quartier, Israël détruit des maisons palestiniennes. Daniel Luria et son organisation, comme un pied de nez, construisent cet immeuble qui abrite 8 familles de colons. Là, vous pouvez voir les traces de nombreuses attaques sur l'immeuble. Et des cocktails Molotov, il y en a 3 de ce côté-ci. C'est qui? Daniel Luria, Ateret Kohanim. Vous avez une pièce d'identité? Porte blindée, garde de sécurité privée. Coupe la caméra, hein, tu peux pas filmer. Ce que Daniel Luria ne veut pas que nous filmions, ce sont ses gardes frontières en uniforme vert. Des forces de sécurité régulières de l'État d'Israël qui protègent les colons. Ce qu'il tient en revanche à nous montrer, c'est une aire de jeu pour les enfants des colons, sur le toit de l'immeuble. Oh, c'est pas vrai. Partout dans le monde, la même propagande. Les enfants devant. C'est une provocation. La simple présence d'un juif conduit à ce genre de réaction. Des cocktails Molotov, des tonnes de pierres lancées depuis les environs. Et ça, c'est pas vraiment un signe de bienvenue. Tu reçois ça dans la tête, tu es mort. Comme à Hébron, toujours cette référence à la religion. On est dans les faubourgs du mont du Temple. Là, vous avez la cité de David. C'est ici que tout s'est passé. Pour des générations de Juifs qui ont prié en disant « l'année prochaine à Jérusalem », c'est de ça qu'ils parlent. Les Juifs ont plus que le droit de vivre ici, de rentrer à la maison. D'habitude, les habitants de l'immeuble préfèrent ne pas parler à la presse. Bonjour. La présence de Daniel Luria rassure cette mère de famille qui habite ici depuis 2 ans et demi. Le vrai problème, vous savez, c'est qu'on est à Jérusalem ici et pas ailleurs dans le monde. C'est notre terre ici et les Arabes n'en ont pas encore pris conscience. En fait, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Face à cette politique de colonisation, des dizaines d'opposants manifestent tous les vendredis depuis environ 1 an. Ce jour-là, les manifestants ont droit à une visite de soutien de Jimmy Carter, l'ex-président américain. Il est membre du groupe des Sages, formé de personnalités qui tentent de promouvoir la paix dans le monde. Que pensez-vous des colonies? Je suis contre. Elles sont illégales et sont un obstacle à la paix. Il a du boulot, Jimmy.
La manifestation se déroule devant le quartier de Sherjara, bouclé par la police israélienne pour l'occasion. Côte à côte, des Palestiniens et des Israéliens. Et en première ligne, notre famille Hanoun, expulsée de sa maison l'année dernière. Notre problème n'est pas un problème religieux entre musulmans, chrétiens et juifs. Les Israéliens qui sont ici aujourd'hui pour nous soutenir prouvent au monde entier que le problème est politique. Le problème est avec Israël, pas avec les juifs. Et la manif se termine devant la maison des Hanoun. Dans la jungle, il peut y avoir une clairière et dans le désert, une oasis. À Jérusalem, c'est ici que souffle l'esprit de la paix, de la fraternité, de l'intelligence. Juste une école avec le plus ambitieux des programmes. L'école s'appelle Main dans la main. Elle n'est ni juive, ni musulmane, ni chrétienne, ni israélienne, ni palestinienne. Elle est tout simplement une pépite d'espérance. 2 Israéliens l'ont créée il y a 13 ans. Il existe seulement 4 établissements de ce type en Israël. Ici travaillent et s'amusent 500 élèves, de la maternelle au lycée, et ils ne se caillassent pas à la récré. Nous, on est palestiniens. Et pourquoi vous avez choisi cette école où les musulmans et les juifs sont réunis? Parce que je suis convaincue qu'il est capital que les enfants comprennent qu'ils doivent vivre ensemble et qu'on dépasse l'archaïsme des civilisations, des cultures et des politiques. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent des Israéliens, notamment en ce qui concerne la politique. Mais il faut se rendre à l'évidence. Nous vivons ensemble, sur la même terre. Pourquoi vous avez choisi de mettre vos enfants dans cette école? Mon mari est arabe, moi je suis juive, donc c'est la seule école possible pour ma fille à Jérusalem. Dans une école classique, ce serait très difficile pour elle. Dans une école arabe, elle serait considérée comme une juive, et dans une école juive, on la traiterait comme une arabe. Et moi, je ne veux pas de ça pour ma fille. Les profs viennent aussi de communautés différentes. Le proviseur est palestinien. Mais peu importe son origine, seul compte sa compétence. Et cette partie de la ville est arabe? Oui, c'est un quartier arabe. Et de ce côté-ci, ça s'appelle Pat. C'est un quartier juif. Nous sommes à la frontière entre les deux. Donc on est une passerelle entre les deux côtés. Formidable passerelle, cette école. Et ce que l'on entend dans les classes permet de croire encore, de croire toujours à un avenir pacifié. Voici un petit groupe d'étudiants qui ne parlent pas arabe, auxquels nous apprenons la langue. Et là, je vous présente Ronit. Bien qu'elle soit juive, elle enseigne l'arabe. Pourquoi vous avez décidé d'apprendre l'arabe? C'est une question de principe. Les Arabes sont obligés d'apprendre l'hébreu. Ils doivent apprendre l'hébreu, sinon, ils n'ont aucune chance de réussir dans ce pays. Et on pense qu'en apprenant l'arabe, on pourra communiquer avec des Arabes dans la rue, devenir amis, et aussi créer une sorte d'égalité. Sans l'arabe, il n'y a pas de vie. Moi, j'adore la langue arabe. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais j'adore l'arabe. Pour moi, c'est la plus belle langue du monde. Bien plus belle que l'hébreu. En tout cas, je le pense. Et je suis juive. Merci de le préciser.
Pour l'instant, c'est une petite goutte d'eau encore dans le système israélien et palestinien. Si ça progresse, est-ce que vous n'avez pas peur que ceux qui ne sont pas favorables à la paix finissent par vous attaquer? Non, la peur ne fait pas partie de notre programme. Au contraire, il y a des tensions au dehors, mais notre pédagogie fait que nos élèves se sentent bien en sécurité ici. Et nous avons mis en place pour eux des programmes pour qu'ils ne se laissent pas influencer par les tensions à l'extérieur. Au contraire, notre but est d'en faire des ambassadeurs dans leur communauté pour convaincre leur entourage qu'il y a une autre voie. Nous essayons d'allumer une chandelle, et je crois que nous sommes une chandelle dans l'obscurité que vous voyez ici. C'est une grosse chandelle. Oui, merci beaucoup. Vivre en bonne intelligence entre Israéliens et Palestiniens, y arrivera-t-on un jour? La lumière est magnifique dans cette école. À quelques mètres, c'est l'immense mur de béton et son obscurité. Israël l'a construit pour se protéger des terroristes palestiniens. C'est un succès, et pourtant c'est aussi l'aveu d'un formidable échec. C'est un rideau infranchissable qui isole et interdit le dialogue. Il empêche aussi bien sûr les attentats. De 2000 à 2005, des kamikazes ont fait des centaines de victimes civiles. Les extrémistes palestiniens ont alors donné raison à l'État hébreu, à sa paranoïa, à son exigence sécuritaire. Le mur de séparation, qui par endroits est un grillage, mesure aujourd'hui plus de 400 km de long. Il dépassera au final les 700. Problème, le mur ne suit pas les limites de l'actuel État d'Israël. Il englobe aussi près de 10% de la Cisjordanie afin d'y inclure certaines colonies. Un obstacle de plus au processus de paix. Il y a ce mur. Il y a une séparation entre Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie. Chaque zone, chaque ville a sa propre prison à ciel ouvert. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la mise en place d'un système d'apartheid. Avant, on était dans une logique d'occupation. Maintenant, elle a évolué en apartheid. Et pourtant, malgré le mur, les blocus, l'occupation des colonies, je sens comme un frémissement côté palestinien. Une vie qui se normalise, ici ou là. Une économie qui décolle. Depuis 2008, le taux de croissance est de 8% par an. L'autorité palestinienne tente depuis peu, souvent avec succès, d'assainir ses finances, de faire le ménage parmi les fonctionnaires corrompus. Du coup, l'aide de la communauté internationale est revenue, et l'argent de la diaspora palestinienne aussi. Bien sûr, le pays vit sous perfusion. L'aide étrangère permet de bâtir alors que la Cisjordanie ne produit que très peu de richesses. Ramallah, la capitale provisoire, à 14 km seulement de Jérusalem, est devenue une ville dynamique et attractive, pleine de chantiers et de cafés branchés. Voici Bachar al-Masri, un pionnier de cette nouvelle Palestine. Il a fait fortune à l'étranger. Aujourd'hui, il revient pour investir massivement en Cisjordanie. Il y a une sorte de boom économique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses s'améliorent, c'est sûr. En tout cas, on dirait qu'elles s'améliorent. Ces 2 dernières années, l'autorité palestinienne a réussi à garantir un niveau de sécurité sans précédent. Je parle de la sécurité intérieure palestinienne. Cela a permis à beaucoup de gens de faire à nouveau des projets, de sortir. Et c'est ce que vous observez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les gens ont pris confiance et n'ont plus peur d'investir à Ramallah? Ils n'ont pas le choix. Ils veulent vivre. Ce n'est pas parce qu'ils ont confiance en l'économie ou en l'investissement. C'est parce qu'ils ont envie de vivre et de rattraper un retard sur la vie. C'est pour cela que j'appelle ça un petit boom, même s'il est important. Ce n'est rien à côté de ce que ce boom sera si la situation politique s'améliore.
À une dizaine de kilomètres à peine, au nord de Ramallah, un chantier de plus. Mais incroyable, celui-ci est palestinien. Al-Masri a fait le pari, une aventure un peu folle, de construire une ville nouvelle palestinienne. Les travaux commencent à peine, les attentes sont énormes, le symbole est immense. Bachar al-Masri m'a invité sur ce chantier unique. C'est la première fois, depuis la création d'Israël, qu'une ville palestinienne voit le jour. Voilà la première phase qu'on appelle Rawabi 1. C'est sur une superficie de 850 mètres de long. Et on va faire la première construction de 6 haïs, c'est-à-dire 6 quartiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ce qu'on voit ici, les premières constructions et excavations pour les 6 quartiers. Sur les collines millénaires de la Palestine, une nouvelle vision devient réalité. Rawabi, la première ville nouvelle palestinienne, va moderniser le paysage de la Palestine. Rawabi, la colline en français. Un projet de 345 millions d'euros, approuvé par l'autorité palestinienne et financé en partie par des investisseurs du Qatar. 40 000 habitants de toutes les classes sociales devraient y vivre. Les appartements sont déjà en vente. Et les pubs ressemblent étrangement à celles vues dans la colonie israélienne de Ma'ale Adumim. Rawabi répond aux besoins de la Palestine d'aujourd'hui en posant les fondations de la Palestine de demain. Pourquoi vous avez décidé de construire cette ville? Eh ben, pourquoi pas? C'est une bonne question. C'est essentiellement parce que nous avons réalisé qu'il y a une forte demande de logement. Il n'y a qu'à regarder parmi nos employés. Ils ont des emplois stables, un revenu correct, et pourtant, 92% d'entre eux ne possèdent pas de maison. Et ils n'en possèdent pas parce que les logements sont chers, à cause des limitations imposées à l'extension des villes et parce qu'avec l'occupation, les Palestiniens n'ont pas eu le droit de construire en dehors des villes. Les travaux sont ralentis. Le morcellement par Israël de la Cisjordanie en 3 zones, avec des niveaux de sécurité et de circulation différents, complique tout. Rawabi est situé dans la zone contrôlée par l'autorité palestinienne, mais ses accès traversent sur 3 kilomètres le périmètre israélien qui protège, juste en face, la colonie d'Ataret, une zone interdite aux Palestiniens. Et à Ataret, on construit aussi. C'est comme une course de vitesse impitoyable pour savoir qui plantera le premier son drapeau. Je peux vous assurer que eux, ils construiront sans avoir à faire d'études d'impact sur l'environnement, sans avoir à se soucier de l'accès par la route, de l'accès à l'eau ou aux matériaux, ni à se soucier du permis de construire ou à quoi que ce soit d'autre. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas plus de 200 à vivre là. Et il y a des centaines de soldats qui les protègent, pendant que nous sommes ici à attendre. Attendre depuis plus de 3 ans pour avoir une simple route d'accès. Bachar al-Masri et ses partenaires prennent un gros risque financier avec ce projet, mais il attend de cet investissement beaucoup plus qu'un simple profit. C'est l'optimisme qui nous permet d'avancer, mais nous sommes avant tout réalistes. Nous faisons ce projet en tenant compte de la situation politique actuelle, et non en fonction d'une évolution future. Si le futur est meilleur, alors nous serons au 7e ciel. Mais ce ne sera peut-être pas le cas, et dans ce cas, nous pourrions avoir de graves problèmes. Le problème des Palestiniens, c'est d'abord leur division politique. Yasser Arafat, le grand leader, avait réussi à unifier la résistance. Mais il n'a pas su gérer le pouvoir, laissant progresser le terrorisme et la corruption dans les territoires. Après sa mort en 2004, c'est toujours le Fatah qui règne, sous l'égide de son successeur, Mahmoud Abbas. Mais
Mais en 2006, Gaza fait bande à part. Le Hamas, un parti religieux qui appelle à la destruction d'Israël, remporte les élections législatives. Et l'année suivante, il prend le contrôle de la bande de Gaza lors d'affrontements fratricides, liquidant des dizaines de fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Le rêve d'unité de Yasser Arafat s'éloigne un peu plus. Et en Palestine, comme en Israël, l'espoir d'un dialogue s'estompe. Je dirais que la droite israélienne peut jouer du fait qu'il n'y a pas un gouvernement palestinien avec qui traiter. Il y a l'autorité palestinienne, mais vous savez que le Hamas a dit que tout accord que signerait l'autorité palestinienne avec Israël est nul et non avenu. Et il traite Mahmoud Abbas de traître à la cause palestinienne. Le Hamas contrôle toujours la bande de Gaza, ce territoire de 40 km de long, coincé entre Israël et l'Égypte. Sur cette enclave s'entassent plus d'1,5 million de Palestiniens, soumis depuis 2007 à un blocus israélien imposé après la prise du pouvoir par le Hamas. Le mouvement, qui refuse pour l'instant de reconnaître Israël, ne participe pas aux négociations de paix. La fracture entre Hamas et Fatah, on la retrouve au sein même des familles palestiniennes. Ici, par exemple, chez les Nasrallah. Nafez, le père, a voté Hamas. Et Fadi, son fils aîné, Fatah. Et tu peux me dire comment le Fatah vit en Cisjordanie? Comment ils vivent si ce n'est pas grâce à Israël? Si Israël n'occupait pas la Cisjordanie, le Fatah aurait disparu. Même le Hamas les a battus en Cisjordanie. C'est la vérité. C'est ça la vérité? Moi, je pense que le Hamas est soutenu par l'Iran, qui le finance pour faire de Gaza une base iranienne. Et alors, il est où le problème? Si l'Iran finance le Hamas, c'est un État musulman qui soutient un mouvement d'indépendance qui combat l'occupation. Aujourd'hui, Nafez, le partisan du Hamas, est un peu désappointé, mais il ne regrette pas son choix. La situation s'est aggravée. Le blocus a été instauré parce que le Hamas a été élu. La pression s'est accentuée sur la population. Les Israéliens veulent qu'on incrimine le Hamas, que ce soit à cause de lui, que nous n'ayons rien à manger, rien à boire et pas de travail. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'occupation qui est la vraie responsable. Je sais qu'il est sympathisant du Hamas et qu'il aime ce mouvement. Mais demande-lui qu'est-ce que le Hamas a fait pour lui. En ce moment, il n'a plus de travail. Pour Fadi, sans un accord entre Fatah et Hamas, l'avenir est compromis. Tout ça, c'est à cause de la division. Un pouvoir divisé ne peut pas négocier. Il faut d'abord régler le problème de cette division. C'est ce qui affaiblit le peuple palestinien. Est-ce que vous pensez parvenir à un accord avec le Hamas? Franchement, je ne sais pas quand nous arriverons à un accord avec le Hamas. Ils essayent d'obtenir de notre part une concession majeure, que nous reconnaissions leur contrôle sur Gaza et qu'on le prenne comme un fait accompli. D'une certaine manière, cela ressemble à ce que nous font subir les Israéliens. Nous ne l'accepterons jamais. Les élections sont la seule façon d'accéder au pouvoir. Il n'y en a pas d'autre. Pas de coup d'État, pas de régime militaire, pas de règne au nom de la religion. S'ils n'acceptent pas cela, alors il n'y aura pas de réconciliation. En attendant d'hypothétiques élections dans les territoires, Gaza survit au jour le jour. Avec le blocus israélien, le chômage dépasse les 40% et 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Nafez, le père de Fadi, est au chômage. Avant le blocus, il travaillait comme maçon en Israël. Aujourd'hui, pour gagner sa vie, il fait de petits chantiers. Cet après-midi, il aide un voisin. Le système des est roi.
Ça, c'est du vieux béton. Il est très vieux. On le casse en toutes petites pierres. Après, on le mélange au ciment. On le recycle. On en fabrique un nouveau, car on n'en a pas. Les Juifs nous interdisent d'en importer. À Gaza, Nafez gagne en une semaine de travail ce qu'il gagnait en une journée en Israël. Et, ironie de l'histoire, les gravats qu'il utilise proviennent des maisons détruites par les bombardements israéliens. Fadi, son fils, était fonctionnaire pour l'autorité palestinienne. Depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir, il n'a plus le droit de travailler. Mais il perçoit toujours son salaire. Un peu moins de 500 € mensuels, tout juste de quoi faire vivre sa famille de 8 enfants. Pour lui, Israël ne souhaite pas la création d'un État palestinien et le blocus a un but bien précis. Israël a bloqué l'économie en imposant un blocus sur Gaza. Comme ça, les Palestiniens qui sont victimes de ce blocus cessent d'avoir des revendications sur Jérusalem, sur le droit au retour des réfugiés, sur la Cisjordanie. Notre obsession, c'est comment lever le blocus de Gaza. Et on a tout oublié, le blocus est devenu notre obsession. Voilà la réalité. Et bien sûr, ça sert les intérêts d'Israël. La famille Nasrallah vit dans cette maison restaurée après un bombardement israélien. Parmi la vingtaine de personnes qui l'habitent, il y a Omar et Hamza, les frères cadets de Fadi. Comme beaucoup de jeunes Gazaouis, ils s'imaginent ailleurs. Internet est leur fenêtre sur le monde. Leur rêve, partir à l'étranger comme leurs copains, dont ils regardent sans cesse les photos, comme celle du cousin qui vit aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Il vivait à Gaza, pas loin de chez nous. Il est parti là-bas, il s'est marié et a fondé une famille. Et vous l'enviez? Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'il a réussi à partir d'ici et à quitter cette misère. Les jeunes Gazaouis auraient-ils baissé les bras? Ne croiraient-ils plus en un futur État palestinien? On s'est rencontrés il y a très longtemps, dans une autre vie. Qu'est-ce qui a été positif depuis cette époque pour le peuple palestinien? Nous avons acquis une reconnaissance internationale sans précédent sur le fait que nous avons le droit, en tant que peuple, d'avoir notre indépendance, que l'occupation israélienne doit cesser et que la seule solution est la solution à deux États. À l'époque, c'était un rêve pour nous. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité politique. Mais cette réalité s'évanouit chaque jour un peu plus sur le terrain. C'est une contradiction. Nous voulons que la communauté internationale fasse quelque chose. Et surtout qu'elle prenne des mesures. Et pas seulement qu'elle fasse des déclarations sur la solution à deux États. On en a marre des déclarations de solidarité. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens, non seulement ici, au Moyen-Orient, mais dans le monde, se disent c'est un problème qui n'a pas de solution, jamais les Israéliens et les Palestiniens ne se mettront d'accord. Je ne suis pas de cela, je pense qu'il faut être beaucoup plus actif qu'on est. Actif, ça veut dire que le camp de la paix en Israël reprenne du poil de la bête, ça veut dire que les Palestiniens modérés disent très clairement les choses au niveau de la reconnaissance de l'État d'Israël comme État juif. Et je pense que le monde entier, y compris les Européens et les Américains, ne doivent pas perdre de vue que ce problème est fondamental. Il est fondamental parce qu'il est lié à d'autres choses, comme le terrorisme international, comme la montée des forces fondamentalistes dans le monde arabe. Tout cela est dangereux et tout cela irait mieux si le conflit israélo-palestinien était en voie d'être résolu. Un État palestinien, c'est une nécessité, une évidence pour tous ceux qui, dans le monde, souhaitent la stabilité et la paix. Voici Tel Aviv.
à 60 km de Jérusalem, et c'est pourtant un tout autre monde. Sur le bord de mer, c'est franchement irréel. On pourrait être sur la Costa del Sol. Le conflit? Quel conflit? À Tel Aviv, ils en ont marre d'y penser. À l'abri et en sécurité grâce aux murs, à 40 minutes à peine en voiture de la Cisjordanie, ils vivent dans une bulle, la bulle de Tel Aviv. Sur la plage, rendez-vous avec Samuel Maoz, le réalisateur du film Lebanon, qui raconte l'invasion israélienne au Liban en 82, vue de l'intérieur d'un char. יוני 1982, היום הראשון למלחמה. Samuel Maoz y raconte sa propre histoire. Appelé comme tous les jeunes hommes pour 3 ans de service militaire, il s'est retrouvé propulsé au beau milieu d'une guerre, obligé par ses supérieurs de tuer. Pour lui, l'apparente insouciance de Tel Aviv n'est pas un problème. C'est peut-être même la solution. On a l'impression aujourd'hui ici, à Tel Aviv en tout cas, que finalement la vie continue normalement. Comment c'est possible? Bien sûr que nous sommes conscients de vivre dans une bulle. Il suffit de 6 heures de voiture pour parcourir Israël du nord au sud et 45 minutes d'est en ouest. Donc nous savons ce qui se passe autour de nous. C'est pas si loin. Mais c'est un processus salutaire que d'arrêter de penser à la guerre et à la sécurité pour essayer de mener une vie normale. C'est un processus psychologique sain qui amènera la société à réaliser que la paix est nécessaire si on veut avoir une vie parfaitement normale. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai lu un article dans un journal israélien. Le journaliste a révélé que chaque citoyen doit payer 170% de sa facture d'électricité parce qu'il doit aussi payer l'électricité de Gaza. Le retentissement qu'a eu cet article a été beaucoup plus grand que n'importe quel motif, disons, humanitaire. Tout d'un coup, les gens se sont mis à dire « Pourquoi est-ce que je devrais payer? J'ai pas besoin de Gaza. Donnons-leur un État palestinien. » C'est pour ça que je pense que la nouvelle génération, nos enfants, amèneront la paix. Non pas pour des raisons humanistes, mais plutôt pour des raisons égoïstes ou capitalistes. Et pourquoi pas, après tout? En fin de compte, tout ce qui peut amener la paix est légitime, sauf tuer.